Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec la catastrophe de Shenzhen dans le sud de la Chine. Cela fait maintenant plus de 70 heures que le glissement de terrain a eu lieu. Les secouristes se sont engagés dans une course contre la montre afin de retrouver le plus de survivants possible avant l'échéance du délai de 72 heures après une catastrophe naturelle. Après cela, les chances de retrouver des personnes en vie s'amenuisent. Après plus de 20 heures d'opérations d'excavation et de démolition, des secouristes sont parvenus tôt dans la matinée de mercredi à extirper un survivant des décombres. Le rescapé Tian Zhengming est à présent dans un état stationnaire à l'hôpital. Ce matin également, le Centre des opérations de sauvetage a donné une conférence de presse pour expliquer ses méthodes. Le site de la catastrophe est divisé en 16 zones de recherche. Des signes de vie sont encore détectés dans 4 de ces zones. La prochaine étape consiste à localiser les bâtiments ensevelis qui ont été déplacés par le glissement de terrain à l'aide de divers équipements techniques. Ils comptent ensuite retirer le toit de ces bâtiments en espérant y trouver plus de survivants. Nous suivons les ordres du Centre de coordination des opérations de sauvetage et notre priorité est clairement de sauver des vies. La chose la plus importante pour les secouristes est de localiser les bâtiments. 14 d'entre eux ont été retrouvés et marqués. Nous poursuivons l'excavation sur d'autres sites. Une fois qu'un immeuble est déterré, nous procédons à une détection et déterminons en fonction de ces résultats le plan de sauvetage à adopter. Selon le Bureau de gestion des catastrophes, mardi à 20 h, plus de 1100 personnes étaient affectées par le glissement de terrain. La plupart d'entre elles sont des migrants travaillant au sein du parc industriel. Ils ont été relogés temporairement. Certains sont rentrés chez eux, d'autres restés avec leurs amis et proches, voire dans des hôtels réservés par leurs entreprises. Le bureau de commandement post-catastrophe déclare que si nécessaire, ils fourniront une assistance pour acheter des billets à ceux qui désirent rentrer chez eux. Ils prennent également des mesures concernant ceux étant touchés par la perte de leur emploi. Tous les travailleurs affectés par la catastrophe, s'ils désirent rester, alors le gouvernement et les départements du travail concernés feront de leur mieux pour les accompagner et les aider à trouver un nouvel emploi. Politique à présent, la Chine va améliorer la gestion et l'environnement urbain afin de rendre ses villes plus vivables. Ceci selon un communiqué publié mardi à l'issue de la conférence centrale de travail urbaine. Le président Xi Jinping et le Premier ministre Li Keqiang ont posé lors de la réunion les jalons du développement urbain. Le communiqué indique que la Chine entend compléter d'ici 2020 la rénovation en cours des bidonvilles urbains, des zones sous-développées des villes et des logements délabrés. Il précise que la Chine va accentuer la montée en gamme des agglomérations de l'Est du pays et développer une nouvelle série d'agglomérations et de villes régionales importantes dans les régions du centre et de l'Ouest. Il fait également de la sécurité la priorité du développement et de la gestion des zones urbaines. La conférence centrale de travail urbaine d'une durée de 2 jours a été organisée en parallèle de la conférence centrale de travail économique. C'est la deuxième fois que le Parti communiste chinois organise cette conférence, dont la première édition s'est tenue il y a 37 ans. La Chine a donné des détails sur les réformes concernant les approvisionnements. Une partie importante de celles-ci consiste à se débarrasser des capacités caduques de production. Certaines des méthodes que le gouvernement a soulevées pour accélérer ce processus passent par l'imposition de taxes et par le durcissement des règles environnementales et de consommation d'énergie. D'un autre côté, il y a des propositions pour réduire le coût de l'électricité et des frais de logistique afin de baisser les coûts des opérations des compagnies. La Chine promouvra aussi le marché de la location de logements. Il y a toujours un grand retard en matière de logement dans les villes de 3e et de 4e niveau. Les branches locales de la Commission pour le développement et la réforme devraient envisager un déstockage prochainement. Nous devrions aussi développer le marché de la location afin de soulager la pression sur la demande de logement. Et nous devrions désendetter afin de prévenir des risques financiers. La réduction des surcapacités industrielles est l'un des objectifs décidés lors de la conférence centrale de travail économique par le gouvernement chinois pour l'année 2016. Cette année en Chine, la consommation d'acier devrait diminuer pour la première fois depuis 10 ans, avec un recul de 4,8% à 668 millions de tonnes. La chute des cours de l'acier pèse également sur ceux du minerai de fer. Le fer importé s'échange à moins de 40 $ la tonne. La faute aux surcapacités industrielles.
Des dizaines d'usines ont été arrêtées et leur capacité est d'environ 60 millions de tonnes. Je pense que de nouvelles usines vont à l'avenir devoir fermer car nous n'avons pas besoin de telles capacités de production. Il va cette année se produire une transition conséquente dans le secteur manufacturier. Le secteur chinois du charbon est également en surcapacité. En 2015, la consommation de charbon est en effet inférieure à celle de 2013. Les analystes expliquent que les surcapacités industrielles et une croissance moins intensive en énergie ont assombri les perspectives du secteur du charbon. Le secteur chinois du charbon fait face à une demande faible et à des stocks en hausse. À cette date, les stocks de charbon dépassent les 300 millions de tonnes, un niveau historique. La chute des cours du charbon a également placé l'activité des entreprises du secteur face à des difficultés. L'échelle des pertes dans le secteur du charbon a atteint les 80%. La réduction des surcapacités est un processus dont les effets vont se faire sentir pendant longtemps. Les finances des gouvernements locaux et l'emploi vont en pâtir. Mais c'est un mal nécessaire pour parvenir à une croissance plus saine. Diplomatie maintenant, la Chine et l'Irak ont convenu de mettre en place un partenariat stratégique à l'occasion de la visite du Premier ministre irakien Haider al-Abadi en Chine. Le président chinois Xi Jinping a rencontré Haider al-Abadi à Beijing ce mardi. Le président a déclaré que les deux pays devraient saisir cette opportunité pour développer leurs relations. Il a exprimé son soutien à l'Irak pour les efforts que le pays fournit afin de maintenir sa souveraineté nationale, son indépendance et son intégrité territoriale. Il a ajouté que la Chine est en faveur des mesures irakiennes visant à préserver la sécurité et la stabilité nationale et que le pays était prêt à coopérer dans ce domaine. L'initiative Une ceinture, une route sera également l'occasion de renforcer la coordination stratégique de la Chine avec l'Irak. Le président Xi a souligné qu'elle serait susceptible d'aider l'Irak à se reconstruire dans des domaines clés tels que l'énergie, les télécommunications et les infrastructures. Les entreprises chinoises seront d'ailleurs encouragées à se joindre à l'initiative et à investir dans de grands projets en Irak. La Chine tient à collaborer pleinement afin de restaurer la paix et la stabilité régionale. Al-Abadi a accueilli les engagements de Xi Jinping avec beaucoup d'enthousiasme et a déclaré que sa visite avait justement pour but de développer les liens et échanges entre les deux peuples. L'Irak accueillera à bras ouverts les entreprises et les investissements chinois. Il a précisé que le pays leur apporterait toute la protection nécessaire. Une réunion a eu lieu à Séoul mardi après-midi, marquant ainsi le début des discussions visant à résoudre les différends maritimes entre la Chine et la Corée du Sud. Il s'agit là du fruit de décennies d'efforts. La Chine et la Corée du Sud ne connaissent pas de différends territoriaux. De ce que nous savons, ces pourparlers pourraient impliquer des parties en mer de Chine orientale. Mais cela concernera principalement la zone économique exclusive ainsi qu'une étendue continentale. Représenté par le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, cette étape constitue le plus haut niveau du dialogue bilatéral frontalier maritime en des décennies. Il apportera des directives claires pour les actions et la coopération entre les pays et servira aussi de bon exemple pour résoudre les différends maritimes en Asie de l'Est. D'autres questions pourront se voir également impliquées, telles que le développement des ressources et la recherche scientifique marine. Donc ces pourparlers ont de grandes chances d'impliquer les questions de démarcation et de coopération. Les discussions pourraient également résoudre les différends liés à la pêche entre les deux pays et améliorer la stabilité à l'avenir en mer de Chine orientale. Il y a aujourd'hui environ 200 démarcations maritimes et plus de 90% sont le résultat de discussions bilatérales, soit une pratique commune. Normalement, les discussions comme celle-ci peuvent durer plusieurs années. Dans ce cas, cela montre que la Chine et la Corée du Sud ont choisi de résoudre les différends par le biais de la pratique commune internationale. Nous poursuivons cette édition avec de l'économie chinoise. La Banque centrale de Chine simplifie les procédures d'obtention de prêts par les industries vertes. La Banque populaire chinoise a édicté des règles concernant l'émission d'obligations vertes par les banques, telles que les banques commerciales ou encore les institutions financières. Les émetteurs d'obligations vertes seront autorisés à investir dans des instruments du marché monétaire de haute qualité et les émissions vertes pourront servir de garantie aux opérations de la Banque centrale. Les bénéfices pourront être investis dans des projets écologiques. Le gouvernement central chinois offrira son soutien aux opérations de politique monétaire afin d'aider les banques à booster leurs prêts verts.
La Chine essaie de développer un système financier relatif à l'environnement dans le but de réduire le coût de la lutte contre la pollution. La Banque centrale chinoise estime qu'il faudra investir au moins 2000 milliards de yuan, soit 320 milliards milliards de dollars sur 5 ans de 2016 à 2020 pour atteindre les objectifs environnementaux. Société à présent, la Chine fait partie des pays qui ont le plus fort taux d'activité des femmes. Mais comme souvent ailleurs, les femmes chinoises font face à une multitude d'obstacles qui pénalisent leur carrière. Les plafonds de verre des entreprises, les préjugés et la maternité, pour n'en citer que quelques-uns. Selon la Banque mondiale, 70% des Chinoises ont une activité professionnelle, ce qui est plus qu'aux États-Unis. Mais seuls 8% des membres des conseils d'administration des entreprises chinoises sont des femmes, contre 15% aux États-Unis. Nous partons à la rencontre de quelques-unes de ces femmes qui ont réussi à surmonter les obstacles. Une nouvelle journée débute pour Eugene, mère de 2 enfants et associée dans un cabinet de conseil international. Des femmes occupant des postes importants tels que le sien sont rares en Chine. Le taux de femmes en Chine dans des positions élevées est environ 8%, alors qu'en Norvège, il est de 15 à 20%. Ce que nombre de sociétés ne réalisent pas est que l'amélioration de l'égalité entre hommes et femmes peut augmenter les performances de l'entreprise. Les sociétés ayant l'égalité des sexes dépassent les autres d'environ 20%. Réduire le fossé entre les sexes pourrait également améliorer l'économie mondiale. Si chaque pays ajustait ses progrès en matière d'égalité sur ceux de son voisin le plus dynamique, le PIB mondial pourrait augmenter de 12 000 milliards de dollars d'ici 2025. La Chine en bénéficiera le plus au niveau individuel, avec 2 500 milliards de dollars. Su Biying était responsable Chine pour une multinationale de la bijouterie. Elle a décidé de quitter son emploi après la naissance de son enfant pour fonder sa propre marque de bijoux. Mon travail était très intense et je voyageais beaucoup. C'était une période importante pour ma fille qui était en maternelle. Je voulais trouver un meilleur équilibre entre mon travail et ma vie privée et participer plus à la vie de ma fille. Fonder sa société est une alternative de plus en plus populaire pour les femmes dont la carrière se trouve bloquée. Les grandes sociétés internationales peuvent élargir vos horizons, mais pour toute femme qui atteint les 40 ans et qui est coincée dans le statut de cadre intermédiaire, il y a un plafond de verre difficile à briser. Mais l'entrepreneuriat n'est pas une sinécure pour les femmes cherchant à faire leur trou dans le monde des affaires. Je dirais que 50% des entrepreneurs du secteur de la mode sont des femmes, mais les femmes manquent de compétences managériales et de confiance pour construire une équipe. C'est un chemin difficile que la création d'entreprises. Les hommes sont plus réalistes que les femmes. De plus en plus de femmes parviennent néanmoins à intégrer le club des ultra-riches malgré ces difficultés. 49 des 73 femmes milliardaires et parties de rien sont chinoises. Et elles ont déjà dépassé les hommes en classement et en croissance de leur fortune. L'île tropicale de Hainan, située à l'extrême sud de la Chine, est une destination touristique très prisée des Chinois, mais aussi des étrangers, notamment en hiver, où les températures tournent autour de 20 degrés. Nous vous emmenons tout de suite au 16e carnaval de Hainan, événement annuel qui ouvre sa saison hivernale. Était présent à la cérémonie d'ouverture du 16e carnaval du tourisme international de Hainan qui se déroule cette année du 27 novembre au 27 décembre à Haikou, chef-lieu de la province de Hainan. Plus de 300 invités originaires de Corée du Sud, de Malaisie, du Myanmar, des Philippines et d'autres provinces chinoises. Le vice-gouverneur de la province et le gouverneur de Jeju, province sud-coréenne jumelée avec Hainan, ont tous deux prononcé un discours en chinois. Les artistes locaux et étrangers, allemands et sud-coréens, ont offert un spectacle joyeux. 30 candidates au titre de Miss Monde ont défilé. La finale du concours Miss Monde aura lieu mi-décembre à Sanya, une cité balnéaire très connue de Hainan. Plusieurs milliers d'étudiants, de touristes et d'habitants de Hainan assistaient au spectacle. Hello, we are from Thailand. Welcome to 2015 Hainan International Marine Tourism. Yeah.
We are some musicians from Bavaria and Austria, and we love to come visit your city here in China, in Haikou, in Hainan. 中国传统的文化在海南岛有着非常浓烈的体现。海南岛还有这个我们本地的3000年生活历史的这个黎族黎家黎族人。 Outre la cérémonie d'ouverture, l'exposition internationale du tourisme littoral de Hainan est également ouverte au public. Des stands représentant différentes villes de Hainan, des provinces chinoises et des pays asiatiques comme la Thaïlande et la Corée du Sud permettent au public de découvrir la richesse du tourisme littoral et les diverses activités de voyage. Roulotte, camping, cyclisme, yacht, golf sont tous présentés. 将会开发一大批新的旅游业态，你比如说医疗旅游、体育旅游、教育旅游、热带农业公园等等这些一系列的这些新的业态和产品呢，将会使得我们的旅游产品向高端化、度假化发展。 Des dizaines d'événements festifs ont lieu en marge du carnaval de Hainan dans différentes villes de l'île. Mais si vous recherchez quelque chose de plus tranquille, je vous propose de prendre un thé dans la forêt des pluies du mont Wuzhi. Il y fait frais en été et doux en hiver. La température moyenne est de 20 degrés. Sur le flanc du mont, en empruntant une passerelle en bois longue de 2000 mètres, vous trouverez des plantes tropicales rares et des arbres millénaires. Le thé est la principale culture du mont Wuzhi. Grâce à un climat propice, on y fait jusqu'à 9 cueillettes par an. 我们这个周边的环境是没有污染的，我们的空气、我们的水、我们的土壤都是非常干净的。所以的话呢，再按照传统的这种农耕的，用传统的农家肥呀，不要除草剂啊，也不要化肥农药啊。然后的话呢，防虫靠什么呢？就靠这种天然的、自然的屏障。 La maison de thé Yessian se trouve juste au pied du mont Wuzhi. Les touristes sont invités à y prendre le thé ou à y apprendre à faire du thé. 我们的茶叶就是因为高海拔、低纬度，我们是离赤道最近的，我们一年的光照的时间非常的长，所以呢，它这种叶片充分的光合作用，它营养成分积累的很多，多酚的含量我们会在38.5，就每100克有38.5毫克的茶多酚，就抗氧化性能是很高的。那么昼夜温差大呢，氨基酸合成也多，所以它又甜又香又滑。 200 agriculteurs cultivent et sélectionnent le thé conformément aux normes unifiées de Madame Zheng. Les habitants de Hainan trouveront le thé Yessian dans les boutiques, les supermarchés et dans l'aéroport. Pour la clientèle lointaine, le thé peut s'acheter en ligne, principalement dans les grandes métropoles chinoises et les pays d'Asie. Un reportage qui donne envie de partir au soleil, mais l'information continue dans 1h30 avec une nouvelle édition. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur CCTV Français.